Septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Dès les premières heures, les frontières polonaises sont balayées par des divisions blindées flambant neuves. Des colonnes de chars déferlent, appuyées par l'artillerie motorisée et précédées par une aviation qui domine totalement le ciel. En quelques jours, les routes sont saturées de véhicules militaires, les villes bombardées, et l'armée polonaise, pourtant nombreuse, est totalement dépassée. Ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre éclair, une guerre mécanisée. Une combinaison de vitesse, de puissance de feu et de coordination que personne n'avait anticipé. Et le monde entier observe avec stupeur. Mais la question qui est sur toutes les lèvres est « Comment est-ce possible ? Comment ce pays, écrasé par le traité de Versailles, étranglé par les réparations, ruiné et sanctionné, a-t-il pu reconstituer une machine militaire aussi moderne, aussi redoutable, en si peu de temps ?» La réponse, elle, ne se trouve pas dans les usines ou dans les états-majors. Elle commence avec quelque chose de bien plus discret. Un simple bout de papier. On l'a appelé le bon mais faux. C'est grâce à eux que l'économie allemande s'est redressée à une vitesse sidérante. Un miracle en apparence, mais en réalité, une pyramide fragile. Capable de faire de l'Allemagne en 6 ans un colosse, mais au pied d'argile. Une pyramide qui allait condamner l'Allemagne à aller toujours plus loin, toujours plus vite, et qui les condamnera aussi à déclarer une guerre perdue d'avance. Bon, en écrivant la vidéo, je me suis rendu compte assez rapidement que pour comprendre l'ampleur que prendra ce petit bout de papier, il faut d'abord comprendre la situation catastrophique dans laquelle était l'Allemagne au sortir de la Première Guerre mondiale. À première vue, on pourrait se dire que ça allait à peu près, étant donné que c'est l'une des seules puissances majeures de son camp qui finit pas complètement démantelée. Et surtout que son territoire et son cœur industriel est resté totalement intact, étant donné que quasiment aucun combat n'a eu lieu sur le sol allemand durant la guerre. Sauf que pas du tout. Déjà, la fin de la guerre amène aussi énormément d'instabilité politique. Mais surtout, elle amène le traité de Versailles, qui, mérité ou non, va imposer à l'Allemagne de rembourser énormément d'argent aux vainqueurs de la guerre. Ce qui, sur une économie déjà à bout de souffle à la fin de la guerre, va pas avoir de super effets. Bref, début 1923, la nouvelle République allemande n'a plus de quoi payer. Alors, la Belgique et la France vont occuper cette toute petite partie de l'Allemagne qui s'appelle la Ruhr, et qui est le cœur industriel et minier de l'Allemagne. Tout ça, vous vous en doutez, pour être payé. Et le gouvernement allemand va répondre d'une façon un peu paradoxale. Il va encourager à la grève. Pourquoi ? Parce qu'il veut protester contre l'occupation. Mais une grève générale, ça veut dire usine à l'arrêt et aussi salaire à verser. Et qui va payer ces travailleurs lorsque les recettes fiscales s'effondrent ? L'État. Et comment l'État paie ? Il imprime de la monnaie. Beaucoup de monnaie. Trop de monnaie. On entre alors dans le cercle vicieux de l'hyperinflation, qui théorise d'ailleurs les Allemands encore aujourd'hui. On imprime de la monnaie en continu, jusqu'à ce qu'il faille un porte-monnaie rempli pour s'acheter une baguette, puis une valise, puis une brouette, et qu'au final, ce soit plus rentable d'en faire du papier peint ou de jouer avec que de l'utiliser pour acheter des choses. Bon, heureusement, à partir de fin 1924, début 1925, ça commence à aller un peu mieux. Les Américains font un prêt massif, pas mal de réformes sont faites, et les paiements des réparations de guerre liés au traité de Versailles sont rééchelonnés. L'économie allemande repart plutôt bien, la monnaie est stabilisée et le chômage diminue. Et une période surnommée les années d'or commence. Une période de relative prospérité, que ce soit économiquement ou culturellement, et pas qu'en Allemagne d'ailleurs, aux États-Unis ou en France aussi. Mais une période qui ne va pas durer très longtemps, parce que le 24 octobre 1929 a lieu le Jeudi Noir. Ce qui est, sans trop rentrer dans les détails, un krach boursier qui part des États-Unis et qui va petit à petit se transmettre aux autres pays du monde. Ce qui va mettre l'économie des États-Unis un peu à genoux et entraîner dans son sillage toutes celles qui en sont dépendantes. Et vous savez qui en étaient particulièrement dépendants ? Oui, les Allemands, qui étaient sortis de leur propre crise 4 ans plus tôt, grâce justement aux prêts américains. Suite à ça, le crédit starie, les usines ralentissent, les faillites se multiplient, le chômage explose. En 1932, on compte environ 6 à 7 millions de chômeurs, 6 à 7 millions de personnes sans travail, dans un pays qui seulement quelques années plus tôt pensait enfin être reparti. La conséquence politique est directe. Quand le quotidien devient incertain, les électeurs cherchent des réponses simples et des réponses fortes, les partis extrémistes prospèrent comme d'habitude sur la colère et la peur. Et le fameux parti national-socialiste gagne du terrain à mesure que la crise s'enfonce. Il voit en quelques années ses résultats littéralement exploser. Et en 1933, cette escalade politique débouche sur la nomination d'un chancelier qui, lui, promet le travail, l'ordre et surtout la revanche. Ces 3 promesses, elles ont vraiment porté Hitler au pouvoir et l'ont même aidé à s'y maintenir. Et celle qui est la plus importante des 3, c'est celle du travail. À son arrivée, l'Allemagne était à genoux, 6 à 7 millions de chômeurs,
6 à 7 millions de personnes qui veulent un salaire tout de suite et pas des discours. Et le meilleur moyen de leur en fournir rapidement, c'est que le gouvernement dépense des sommes colossales. Que ce soit pour construire des autoroutes, des infrastructures publiques, ou même commencer à financer le réarmement en vue d'une future guerre. Pour tout ça, il faut de l'argent, et beaucoup d'argent. Sauf que l'argent, ça tombe pas du ciel. Et pour essayer d'en avoir et de financer ses projets, l'Allemagne avait 4 obstacles majeurs. Premièrement, l'État ne pouvait pas s'endetter librement. Un plafond était fixé autour de 100 millions de Reichsmark, ce qui n'était clairement pas assez pour financer une relance massive. Deuxièmement, il y avait un manque de prêteurs étrangers. Diplomatiquement isolée de par son idéologie extrême, l'Allemagne ne trouvait pas facilement de banques étrangères ou des États qui souhaitaient prêter gros. Troisièmement, il devait toujours rembourser les réparations imposées par le traité de Versailles. Et enfin, quatrièmement, le traité de Versailles limitait officiellement la production d'armement et la taille de l'armée, un obstacle plus qu'évident si on souhaite relancer via le réarmement et préparer la future guerre. Autrement dit, l'Allemagne voulait dépenser, mais sa situation l'en empêchait. La première décision politique d'ampleur d'Hitler fut de régler le problème le plus simple, du moins en apparence, c'est-à-dire ne plus payer les réparations. C'était une rupture nette avec les accords précédents, une pression sur la France et le Royaume-Uni, et un signal politique fort pour le peuple allemand. Mais juste ça ne suffit pas à remplir les usines. Pour s'attaquer aux autres obstacles, Hitler avait besoin de quelqu'un qui s'y connaît, un génie financier, quelqu'un qui soit capable de créer une sorte de prêt, mais qui sur le papier n'en soit pas vraiment. Et c'est là qu'intervient notre premier personnage clé, Hjalmar Schacht. Banquier expérimenté, à l'origine pas du tout un proche du parti nazi, Schacht était en plus de ça une des figures qui avait permis d'arrêter la crise d'hyperinflation en 1923. Mais ce qu'on lui demande là, ça relève presque de l'impossible. On lui demande de relancer l'économie allemande, sans pouvoir même emprunter, et tout en restant dans les clous du traité de Versailles. Et c'est là qu'Hjalmar va avoir une idée brillante. Il va proposer la création des fameux bons mais faux. Ces bons, ils viennent en fait d'une entreprise. Une entreprise créée de toutes pièces avec l'aide des grands groupes industriels allemands, comme Siemens, AEG, Rheinmetall ou Krupp, et qui avait pour seul et unique but d'émettre ces petits bouts de papier. L'objectif de ces bons était de servir de paiement pour ces entreprises, sans que les dépenses militaires n'arrivent dans le budget officiel, et surtout parce que le Reich n'avait clairement pas l'argent nécessaire pour payer toutes ces commandes d'un coup. C'était un peu une sorte de contrat tacite entre le gouvernement et ses grands groupes industriels. L'État allemand passait une commande de chars, d'avions ou de fusils, et au moment de payer, il leur tendait ses billets à la place en guise de paiement. Mais vous me direz, quel est l'intérêt pour ces entreprises de prendre ces bons comme paiement, alors que eux, il faut bien qu'ils payent tout le reste, que ce soit leurs employés ou même les matières premières. Et bien c'est là où la pyramide commence vraiment à se construire. Parce que ces bons, il faut savoir qu'ils avaient une durée avant de pouvoir être encaissés, que ce soit de quelques mois au départ, à 5 ans, à l'approche de la guerre. Mais en échange de cette contrainte, les bons rapportaient en plus 4% par an, pour chaque année où on les gardait. Sauf que ça c'est bien pratique, mais ça arrange pas forcément les grands groupes industriels qui peuvent pas avancer l'argent éternellement, et eux doivent payer leurs employés. Et c'est là où apparaissent les derniers éléments de notre pyramide, que sont les banques et la Reichsbank. Parce que, pour que la pyramide et l'arnaque soient complètes, il faut bien que quelqu'un encaisse ses bons mais faux pour ensuite donner l'argent aux industriels. Et bien ce rôle, il appartient à la Reichsbank, qui est à l'époque l'équivalent de la Banque Centrale Allemande. Et les plus petites banques privées allemandes, quant à elles vont servir à deux choses. Non seulement elles vont acheter directement des bons mais faux dans l'objectif de se faire de l'argent avec le taux de 4%, mais surtout, elles vont racheter aux industriels leurs bons mais faux pour quelque chose comme 95% de la somme totale, et elles vont attendre à leur place la fin du bon pour encaisser la totalité de la somme auprès de la Reichsbank. Un marché en somme gagnant-gagnant pour tout le monde. L'économie peut reprendre et l'Allemagne peut se réarmer, et surtout elle peut le faire sans même avoir à le déclarer officiellement, étant donné qu'elle utilise les bons mais faux comme intermédiaires. Les chômeurs trouvent du travail dans les grandes industries, qui elles se financent auprès des banques privées, qui elles-mêmes se financent auprès de la Reichsbank, tout ça grâce au génie d'Hjalmar Schacht et les bons mais faux. L'économie allemande va reprendre de plus belle, on va passer de 25% de chômage en 1933 au moment où Hitler prend le pouvoir, à presque 0% vers l'année 1938. En plus de ça, le PIB de l'Allemagne va augmenter de 6 à 12% chaque année, ce qui est plutôt énorme si on compare ça à d'autres pays voisins comme les Pays-Bas à la même époque. Les trois promesses sur lesquelles Hitler a été élu commencent petit à petit à prendre forme. Le nombre de chômeurs presque à zéro montre qu'il a tenu celle du travail, la stabilité économique et surtout la politique répressive du régime apportent aussi l'ordre, et celle de la revanche commence petit à petit à paraître plus concrète. Parce que les bons mais faux et tous ces nouveaux travailleurs qui sont engagés dans les grands groupes industriels, ils vont pour la plupart servir à produire de l'équipement militaire. Entre 1933 et 1939, c'est à peu près 3214 chars, 5000 avions militaires, 57 sous-marins et 2 à 3 millions de fusils qui sont produits pour préparer la nouvelle guerre.
Et sur toutes ces pièces, jusqu'à la moitié aurait été produite grâce au financement des bons méfaux. Une réussite donc militaire et économique, mais plus que ça, les bons méfaux ont aussi été une immense victoire politique et propagandiste. Parce que tenir ces promesses donnera aux nazis non seulement de la crédibilité, mais aussi du soutien populaire. Une fondation sur laquelle baser leur propagande et leur mythe de réussite, leur permettant de parler de miracle économique. Et surtout, justifiant les privations de liberté toujours plus importantes et l'accroissement du contrôle de l'État toujours grandissant. Alors que ce qu'ils bâtissaient n'était en fait qu'un colosse, au pied d'argile. Bon, si je vous ai pas vraiment parlé des côtés négatifs des bons méfaux jusqu'ici, c'est intentionnel. C'est parce que ces mauvais côtés, ils n'ont évidemment pas été dits au grand public. Les nazis tenaient à leur image de miracle économique qu'ils avaient créé. Et ils seront d'ailleurs découverts qu'après la guerre, avec notamment les procès de Nuremberg et l'audition de Hjalmar Schacht. Pour comprendre un peu mieux, il faut revenir en 1933. Après qu'Hjalmar Schacht ait mis le système en place, tout se passe plutôt bien. Les montants restent assez limités et la Reichsbank peut payer sans trop de problèmes. Mais petit à petit, chaque année, les bons méfaux augmentent. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1938, la dette officielle de l'Allemagne était de 19 milliards, quant à la dette cachée des bons méfaux, elle était de 12 milliards à elle seule. Donc chaque année qui passe, on trouve de nouveaux stratagèmes. D'abord on permet aux bons méfaux qui ne devaient durer que quelques mois d'être renouvelés et de durer jusqu'à plusieurs années, mais la pyramide continuait encore et encore de grossir. Pourtant ça allait à peu près, vu que devant les résultats économiques et la fin du chômage, les gens et les banques investissaient dans les bons méfaux. Pourquoi pas après tout? Les résultats étaient là, le placement paraissait sûr et le rendement de 4% chaque année était plutôt bon. Sauf que l'armée allemande demande toujours plus de financement, comme un ogre qui n'est jamais rassasié. Et malgré les petites combines, le moment de payer la note totale était à chaque fois repoussé, et plus elle était repoussée, et plus elle s'aggravait. Et la Reichsbank n'avait évidemment pas cet argent, étant donné qu'elle se servait de l'argent qui rentrait comme investissement pour payer les anciens bons méfaux. Alors à ce moment-là, les banques privées et les petites collectivités qui auparavant investissaient volontairement dans les bons méfaux, elles deviennent petit à petit obligées de le faire. Mais Hjalmar Schacht, il sait que cette situation elle est compliquée. Alors il va envoyer une note à Hitler, lui disant que la situation est de plus en plus intenable et qu'il faut réduire la production d'armes et commencer à intégrer cette dette des bons méfaux officiellement pour essayer de la sortir de la pyramide. Il lui dit qu'il faut faire tout ça et que sinon une crise économique est imminente et que les civils vont en pâtir. Mais Hitler, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas quelqu'un qui aime qu'on lui mette des freins. L'argument politique est simple, le réarmement est la priorité et la finance doit s'adapter. Et si pour ça il faut choisir, alors que les civils sont impactés et pas les usines d'armement. Des mesures draconiennes sont prises pour éviter que la crise se voie trop. Quand il manque des matières premières, elles vont en priorité aux usines d'armement, les salaires sont gelés, et les prix des aliments aussi, des pénuries commencent à apparaître et on trouve de moins en moins ce qu'on veut. Mais même comme ça, le répit n'est que de quelques mois, et Schacht, il sait que l'économie allemande se dirige droit dans le mur. Il émet alors une dernière note pour Hitler, lui disant que la production militaire devrait réduire, ou alors la crise serait imminente. Et évidemment, en tant que dirigeant responsable et rationnel, Hitler décide de l'écouter. Bon, au final, bien sûr que non, Hitler décide de le virer de son poste de ministre de l'économie et décide de le remplacer par un de ses proches, Walter Funk, un fidèle du parti nazi. Hitler lui ordonne de mettre la crise sous contrôle, et surtout de ne ralentir sous aucun prétexte la production militaire. Et Funk, il fera tout ce qu'Hitler lui demande, peu importe les conséquences. Hjalmar, quant à lui, toujours président de la Reichsbank, met fin aux bons méfaux, conscient qu'ils sont devenus incontrôlables. Simplement, s'il ne permet plus d'en acheter, la dette accumulée ne disparaît pas, il faut bien la rembourser. Le problème, c'est que fin 1937, il n'y a plus d'argent disponible. Schacht n'a donc plus d'autre choix que d'intégrer officiellement la pyramide dans les comptes de la Reichsbank et de déclarer le déficit, repoussant les paiements qu'il ne peut pas payer. Mais à partir de 1938 jusqu'à l'été 1939, il se passe 3 choses très importantes pour l'économie du régime nazi. Premièrement, les spoliations envers les juifs vont encore s'intensifier, permettant de renflouer un tout petit peu les caisses déjà vides. Mais aussi et surtout, en 1938, l'Allemagne, elle va s'emparer sans guerre de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. Ce qui paraît plutôt anodin pour notre histoire, et qui est en fait super important. Parce qu'en s'emparant de ces pays, l'Allemagne elle va aussi s'emparer de leurs réserves de cash et d'or, permettant, vous l'avez deviné, de financer la dette des bons méfaux et de continuer à financer les usines d'armement. Permettant mine de rien de grappiller quelques mois avant que la crise se généralise. Mais voilà, quelques mois plus tard, en juin 1939, il n'y a plus de solution. Plus de tour de passe-passe pour retarder la crise économique qui arrive. Alors Funk, obéissant comme d'habitude à tous les ordres d'Hitler, va commencer à imprimer de l'argent pour continuer à financer l'armement. Après ça, il institue aussi un système de rationnement pour tout ce qui est produit de la consommation, passant de fait l'Allemagne en économie de guerre, 3 mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien comprendre que l'Allemagne à ce moment-là,
elle n'a vraiment plus le choix. De par ce réarmement à marche forcée, elle se trouve dans une situation où elle a besoin de cette guerre. Non seulement parce qu'elle a besoin des réserves d'or, d'argent et de matières premières des pays voisins pour continuer à se financer et aussi continuer à pouvoir produire, il y a aussi l'idée que le problème majeur dans la crise économique qui aurait suivi les bons méfaux, c'était pas tant sur les restrictions que ça pouvait poser sur le peuple allemand, mais plutôt sur la crise de confiance que ça aurait générée envers le régime nazi. S'ils avaient laissé cette crise se dérouler, les Allemands auraient compris à quel point le miracle économique tant vendu par les nazis reposait en fait sur une pyramide instable. Et ça aurait irrémédiablement endommagé la confiance qu'ils avaient gagnée auprès d'une partie du peuple les années précédant ça. Le problème, c'est que les bons méfaux sont devenus une sorte d'épine dans le pied de l'économie allemande et qu'elle ne faisait que grossir encore et encore. Parce qu'en plus de ça, passé 1936, les conditions de sa mise en place, qui sont essentiellement les restrictions du traité de Versailles dont on a parlé plus tôt, eh bien, ils sont plus là. Hitler ayant déjà à de nombreuses reprises violé le traité. En 1936, la France et le Royaume-Uni n'avaient déjà plus d'espoir quant au respect de ce qu'il restait. Autrement dit, le réarmement financé hors bilan a contribué à rendre la guerre non seulement idéologique, mais aussi économiquement rationnelle du point de vue du régime. Parce que oui, de par les ambitions d'Hitler, la guerre était inévitable. Idéologiquement, c'était sûr qu'elle ait lieu, peu importe la situation économique. Pour résumer, si l'idéologie était la corde, les bons méfaux étaient le nœud coulant.